Le mistral de décembre soufflait dans les ruelles du village provençal avec une violence glaciale qui faisait grimacer même les habitants les plus endurcis. Nicolas Duval remonta le col de son épais manteau de laine anthracite et jeta un regard protecteur à sa fille, Manon, qui marchait à ses côtés, emmitouflée dans son caban bleu marine et un bonnet de laine couleur crème dont le pompon joyeux dansait à chacun de ses pas. Les pierres des façades anciennes semblaient absorber le froid, le restituant en vagues invisibles qui vous pénétraient jusqu'aux os. Les platanes dénudés de la place principale ressemblaient à des squelettes griffant un ciel d'un gris de plomb. « Il fait froid, papa » annonça Théel, son souffle se transformant en petits nuages de buée qui se dissipaient aussitôt. Sa voix claire était un contrepoint cristallin au sifflement du vent. « Je sais, mon cœur. On est presque arrivé à la voiture. » Nicolas était à bout de force. Un épuisement profond, non seulement physique mais aussi mental, pesait sur ses épaules. C'était la semaine de Noël, et il venait de terminer une réunion du conseil d'administration marathonienne qui s'était étirée 3 heures de plus que prévu. En tant que PDG des Industries Duval, une entreprise de fabrication de taille moyenne que son père avait bâtie à partir de rien, il portait des responsabilités qui lui semblaient parfois écrasantes. Les chiffres, les projections, les inquiétudes des employés, tout cela tourbillonnait dans sa tête, une cacophonie incessante. Mais le fardeau le plus lourd, celui qui ne le quittait jamais, était celui d'être un père veuf. Sa femme, Valérie, était décédée 2 ans auparavant dans un accident de voiture. Une mort soudaine, absurde, qui l'avait laissé seul avec Manon, alors âgée de 4 ans, et un nourrisson, le petit Léo. Les mois terribles qui avaient suivi avaient été un brouillard de chagrin et de chaos. Nicolas avait appris à fonctionner avec un minimum de sommeil, à consoler une enfant en deuil tout en se noyant dans sa propre peine, à chauffer des biberons à 3 heures du matin tout en relisant des contrats, à être à la fois père et mère alors qu'il avait l'impression de ne savoir être ni l'un ni l'autre sans Valérie à ses côtés. Il se souvenait de son rire, de la façon dont elle organisait leur vie avec une grâce sans effort, de la chaleur de sa main dans la sienne. Ces souvenirs étaient à la fois un réconfort et une torture. La journée d'aujourd'hui avait été particulièrement éprouvante. La nourrice avait appelé le matin même, la voix rauque, pour dire qu'elle était malade. Nicolas, sans autre solution, avait dû emmener les 2 enfants au bureau. Manon avait été un ange, coloriant sagement dans un coin de la salle de conférence, ses crayons glissant sur le papier avec une concentration admirable. Mais Léo avait été grognon toute la journée, ses pleurs aigus ponctuant les discussions sur les bilans financiers. Sandrine, l'assistante dévouée de Nicolas, avait finalement emmené le bébé faire un tour dans les couloirs, offrant à Nicolas un répit bienvenu qui lui avait permis de conclure la réunion. Mais à présent, il sentait qu'il était au bout du rouleau. Il était 18 heures, la nuit était déjà tombée sur le village et une fine neige commençait à tourbillonner dans les halos des lampadaires, s'accrochant au toit de tuiles et au rebord des fenêtres. Tout ce qu'il désirait, c'était rentrer chez lui, nourrir ses enfants et s'effondrer dans le silence de sa maison de campagne. « On peut passer par le jardin public, papa ?» demanda Manon, pointant du doigt le petit square qui séparait son immeuble de bureau du parking souterrain. « S'il te plaît, juste une petite minute ?» Nicolas consulta sa montre, un geste machinal. Léo dormait dans le porte-bébé attaché à sa poitrine, un petit paquet chaud et lourd contre son cœur. Le rythme régulier de sa respiration était un réconfort. Manon avait été si patiente toute la journée, un modèle de sagesse pour ses 6 ans. 5 minutes ne feraient pas de mal. Juste une petite promenade pour décompresser avant de s'engouffrer dans la chaleur de la voiture. D'accord, concéda Théil avec un soupir qu'il essaya de transformer en sourire. Une petite minute. Après, on file à la maison pour le dîner. Ils pénétrèrent dans le jardin public. Un silence feutré les enveloppa, le bruit de leurs pas sur le gravier gelé étant le seul son qui troublait la quiétude du lieu. Ils suivirent l'allée qui serpentait entre les arbres nus et les parterres de pelouse saupoudrés de neige. Les vieux réverbères en fer forgé venaient de s'allumer, projetant des flaques de lumière jaune pâle qui ne parvenaient pas à percer l'obscurité grandissante. Le parc était presque désert, les gens s'étant hâtés de rentrer chez eux pour échapper au froid mordant. C'est à ce moment-là que Manon s'arrêta net, tirant sur la main de son père. « Papa, dit-elle, sa voix soudainement différente. Elle n'était ni plaintive ni enjouée, mais empreinte d'une gravité inhabituelle. « Regarde. » Nicolas suivit son regard vers un banc situé à une vingtaine de mètres. Au premier abord, il faillit ne pas la voir. Elle était assise si immobile qu'elle semblait faire partie du paysage hivernal,
une silhouette fondue dans le crépuscule. Puis ses yeux s'habituèrent à la pénombre et il la distingua. Une jeune femme, peut-être 25 ans, assise sur le banc glacial. Elle portait un mince pull gris qui avait connu des jours meilleurs et un manteau usé qui semblait totalement insuffisant pour affronter un tel froid. Ses cheveux blonds, ternes, encadraient un visage d'une pâleur saisissante. Et dans ses bras, enveloppé dans ce qui ressemblait à une couverture élimée, se trouvait un nourrisson. Le cœur de Nicolas se serra douloureusement. Il avait déjà vu des personnes sans abri. Bien sûr, même dans ce coin de Provence, la pauvreté existait, souvent cachée, discrète. Mais voir une mère avec un bébé, par une nuit pareille, le frappa différemment. Peut-être était-ce parce que Léo était blotti, chaud et en sécurité, contre sa propre poitrine, et qu'il ne pouvait s'empêcher d'imaginer l'horreur de leur situation si les circonstances avaient été différentes. C'était un miroir terrifiant de sa propre vulnérabilité en tant que parent. Avant que Nicolas ne puisse réagir ou prononcer un mot, Manon avait déjà lâché sa main et se dirigeait vers le banc. « Manon, attends !» appela-t-il, la voix basse et pressante. Mais sa fille n'attendit pas. Elle s'approcha du banc avec cette compassion intrépide que possèdent parfois les enfants, avant que le monde ne leur apprenne à être prudent, à détourner le regard, à se protéger de la douleur des autres. « Bonjour », dit Manon, s'arrêtant à quelques pas du banc. La tête de la femme se redressa d'un coup sec, surprise. Son visage était émacié, ses yeux cernés par l'épuisement et quelque chose qui ressemblait à un désespoir abyssal. Mais lorsqu'elle vit Manon, une lueur de douceur traversa son regard. « Bonjour », répondit-elle doucement. Sa voix était rauque, comme usée par le froid, les larmes, ou les deux. Nicolas rejoignit sa fille, posant une main protectrice sur son épaule. « Je suis désolé, dit-il à la femme. Ma fille est très sociable. » « Ce n'est rien. » La femme esquissa un sourire fragile à l'intention de Manon. « Elle est magnifique. » Manon pencha la tête sur le côté, étudiant la femme avec la curiosité franche de l'enfance. Puis son regard glissa vers le paquet dans les bras de la femme. « C'est votre bébé ? » ?»« Oui. »« C'est Zoé. Elle a 3 mois. » Comme pour confirmer ses dires, la couverture bougea et Nicolas entrevit un visage minuscule, rouge et plissé, suivi d'un cri faible et plaintif. La femme se mit aussitôt à se balancer, murmurant des « chut » apaisants, mais les pleurs du bébé s'intensifièrent. Les yeux de Manon s'écarquillèrent d'inquiétude. « Papa » dit-elle en levant vers lui un regard qui lui brisa le cœur. Son bébé a froid. Il est en train de geler. Nicolas regarda la femme, la regarda vraiment, et vit que Manon avait raison. La jeune mère tremblait de manière incontrôlable. Ses lèvres avaient une teinte bleutée, et les cris du bébé avaient cette qualité aiguë et angoissée que Nicolas reconnaissait trop bien chez ses propres enfants. Le cri qui signalait que quelque chose n'allait pas, qu'un besoin fondamental n'était pas satisfait. La femme vit son regard et son visage s'empourpra de honte. « Nous allons bien, dit-elle, mais sa voix se brisa. « Tout va bien. On se repose juste un peu. »« Madame, dit Nicolas doucement, il fait -5 degrés ici. Vous ne pouvez pas rester sur ce banc. » Je sais. J'avais juste besoin de m'asseoir une minute. Nous allons trouver quelque chose. Les pleurs du bébé devinrent plus insistants et les yeux de la femme s'emplirent de larmes qui restaient suspendues à ses cils, gelées par le froid. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, ma Zoé. J'essaie. Manon tira sur le manteau de Nicolas. Quand il baissa les yeux, le visage de sa fille était empreint d'une détermination sans faille. « Papa, on doit les aider. Il faut les emmener quelque part où il fait chaud. Le bébé pleure comme Léo quand il a froid. » L'esprit de Nicolas tournait à plein régime. Chaque instinct paternel lui hurlait de protéger ses propres enfants, d'être prudent, de ne pas s'impliquer. Mais chaque fibre de son être humain lui disait qu'il ne pouvait pas tourner le dos à une mère et son nourrisson sur un banc gelé. Et Manon avait raison. Ce bébé était en danger. Il s'accroupit pour être au niveau de la femme. « Je m'appelle Nicolas. Voici ma fille, Manon. Et ce petit bonhomme qui dort sur ma poitrine, c'est Léo. Nous aimerions vous aider. S'il vous plaît, laissez-moi au moins vous mettre au chaud. » La femme le dévisagea, et il vit le combat intérieur se jouer sur son visage. La fierté luttant contre le désespoir,
la peur contre l'espoir. Je ne peux pas. Elle baissa les yeux vers son bébé qui pleurait, et cela sembla décidé pour elle. Je ne sais plus quoi faire, murmura-t-elle, une confession qui semblait lui coûter un effort surhumain. Je ne sais plus comment arranger les choses. Comment vous appelez-vous? Demanda Nicolas. Chloé. Chloé Mercier. Chloé. J'ai une voiture dans le parking souterrain à 2 rues d'ici. Elle est chaude. On peut s'y asseoir et réfléchir à la suite. Voulez-vous bien me laisser vous aider, s'il vous plaît? Manon, sans attendre de réponse, était déjà en train de dénouer l'écharpe en tricot rouge de son propre cou. Tenez, dit-elle en la tendant à Chloé. Pour le bébé. Elle est très chaude. C'est ma mamie qui l'a faite. Chloé fixa l'écharpe, puis cette petite fille au cœur si généreux, et les larmes qu'elle retenait dévalèrent enfin sur ses joues. Je ne peux pas prendre ton écharpe, ma chérie. Mais le bébé en a besoin, dit simplement Manon, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. S'il vous plaît, ça va l'aider. Avec des mains tremblantes, Chloé prit l'écharpe. Elle l'enveloppa soigneusement autour de la petite Zoé, la glissant sous la couverture inadéquate. La laine rouge vif était une tache de couleur choquante contre le gris et le brun de leurs vêtements. Les pleurs du bébé se calmèrent légèrement, peut-être plus à cause de l'attention que de la chaleur, mais c'était déjà quelque chose. Merci, chuchota Chloé. Merci infiniment. Nicolas se releva et tendit la main pour aider Chloé à se lever. Elle la prit, et il sentit à quel point ses doigts étaient glacés, à quel point sa main était fine et fragile dans la sienne. Elle se leva en titubant, serrant Zoé contre sa poitrine. Nicolas la vit chanceler légèrement. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois » demanda-t-il calmement. Chloé ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. « D'accord, » dit Nicolas, prenant une autre décision rapide. « D'abord, on vous met au chaud. Ensuite, on vous trouve à manger. Puis, on s'occupe du reste, une chose à la fois. » Ils traversèrent ensemble le jardin public en direction du parking souterrain. Manon restait près de Chloé, tendant parfois la main pour toucher doucement l'écharpe rouge enroulée autour de Zoé. Nicolas portait Léo, toujours endormi, chaud et en sécurité dans son porte-bébé. Et il adressa une prière silencieuse de gratitude, remerciant le ciel que son fils ne connaîtrait jamais la faim, le froid et l'errance. Dans le parking souterrain, Nicolas déverrouilla sa grande voiture familiale et mit le moteur en marche, poussant le chauffage au maximum. Il aida Chloé à s'installer sur la banquette arrière, et Manon grimpa à côté d'elle, immédiatement fascinée par la petite Zoé. « Je peux la prendre » demanda Manon. Chloé parut hésitante. Elle est très agitée en ce moment. C'est pas grave. Je suis douée avec les bébés. J'aide papa avec Léo tout le temps. Nicolas observa tandis que Chloé, avec une réticence évidente née de la protection plutôt que de la méfiance, transféra délicatement Zoé dans les petits bras de Manon. Sa fille berça le nourrisson avec une douceur surprenante, soutenant sa tête exactement comme Nicolas le lui avait appris, et se mit à fredonner doucement, la même berceuse que Valérie avait l'habitude de chanter. Le bébé se calma, répondant peut-être à la confiance tranquille de Manon, ou peut-être simplement trop épuisé pour pleurer davantage. Nicolas s'assit au volant et se tourna vers Chloé. « Dites-moi ce dont vous avez besoin. Nourriture, un abri, des soins médicaux. » Le visage de Chloé se décomposa. « De tout. Absolument tout. J'ai besoin de tout. Et je ne sais pas comment obtenir quoi que ce soit. » Elle prit une inspiration saccadée. « Je suis désolé. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Vous en avez déjà tant fait, rien qu'en nous mettant au chaud. » « Je veux l'entendre, » dit Nicolas doucement. « Si vous êtes à l'aise pour en parler. » Et alors, Chloé raconta son histoire. Sa voix était hésitante au début, puis plus assurée, comme si elle libérait des mots trop longtemps contenus. Elle était étudiante infirmière, en 2e année, avec un emploi à temps partiel à l'hôpital et des projets pour un avenir prometteur. Puis elle était tombée enceinte. Le père, un autre étudiant avec qui elle sortait, n'avait rien voulu savoir d'un bébé. Il avait rompu immédiatement et avait demandé son transfert dans une université à l'autre bout du pays. Chloé avait essayé de continuer ses études pendant sa grossesse, mais les nausées matinales avaient été invalidantes. Elle avait manqué trop de cours, accumulé trop de retard.
Son travail l'avait licenciée quand elle n'avait plus pu supporter les exigences physiques. Ses parents, profondément religieux et honteux de sa grossesse hors mariage, lui avaient dit qu'elle n'était plus la bienvenue à la maison tant qu'elle n'aurait pas remis sa vie en ordre. Elle avait accouché de Zoé en septembre. L'hôpital avait été bienveillant, les gardant un jour de plus parce que Chloé n'avait nulle part où aller. Une assistante sociale l'avait aidée à trouver une place dans un foyer, mais les places étaient limitées et les règles strictes. Quand Zoé avait pleuré toute la nuit, dérangeant les autres résidentes, on leur avait demandé de partir. « Je pensais que je pourrais m'en sortir », dit Chloé, la voix brisée. « J'ai postulé à tous les emplois que j'ai pu trouver, mais qui veut embaucher quelqu'un avec un nouveau-né et sans solution de garde ? J'ai logé chez une amie pendant quelques semaines, mais son propriétaire l'a découvert et a menacé de l'expulser si je ne partais pas. Depuis, on reste où on peut. Les gares, les cafés ouverts toute la nuit si j'ai assez d'argent pour un café, les bancs publics quand il ne fait pas trop froid. » Elle baissa les yeux vers Zoé, qui se reposait maintenant tranquillement dans les bras de Manon. Mais le froid est devenu insupportable, et Zoé est si petite. Je n'y arrive plus. Je ne sais plus comment la garder en sécurité. Nicolas sentit la rage et l'impuissance monter en lui. Comment était-ce possible? Comment une mère et son bébé pouvaient-ils se retrouver à la rue, sans filet de sécurité, sans soutien, sans issue? Vous avez du lait infantile, des couches? Demanda-t-il. Il me reste 5 couches dans mon sac à dos. Pas de lait. J'allaite, mais je ne crois pas produire assez de lait. Je ne mange pas assez pour. Elle s'interrompit, la honte colorant de nouveau son visage. Nicolas sortit son téléphone. Je vais passer quelques appels. On va régler ça. Vous ne pouvez pas régler ça, dit Chloé, mais il y avait une lueur d'espoir dans sa voix. J'ai tout essayé. Le système est surchargé. Les listes d'attente pour les aides au logement durent des mois. Les foyers sont pleins. Je suis allé voir toutes les églises, toutes les associations caritatives. Ils essaient tous, mais il n'y a rien de disponible. Alors nous allons rendre quelque chose disponible, dit Nicolas fermement. Il faisait déjà défiler ses contacts, son esprit analysant le problème comme il le faisait en affaires, identifier les besoins, trouver les ressources, créer des solutions. Il passa le premier appel à son assistante, Sandrine, s'excusant pour le dérangement en soirée, mais lui demandant de rechercher des options d'hébergement d'urgence et des foyers familiaux ayant des disponibilités. Puis il appela son avocat, Stéphane, spécialisé en droit de la famille, et sans qui des protocoles de garde d'urgence et des ressources disponibles pour les mères en situation de crise. Pendant qu'il téléphonait, Manon continuait de s'occuper de Zoé, chantant doucement et lui faisant des grimaces. Chloé observait la scène avec une expression d'émerveillement, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire à ce qui se passait. Après 20 minutes d'appel, Nicolas avait un plan. « D'accord, » dit-il en se tournant de nouveau vers Chloé. « Voilà ce que nous allons faire. D'abord, nous allons à la pharmacie et nous achetons tout ce dont Zoé a besoin, lait infantile, couches, lingettes, vêtements. Ensuite, nous allons vous chercher à manger. De la vraie nourriture. Autant que vous pourrez en manger. » Il marqua une pause. « Ensuite, j'aimerais que vous veniez chez moi. Juste pour cette nuit. Vous avez besoin d'un endroit sûr et chaud pour dormir, et Zoé a besoin de stabilité. Ma maison a beaucoup de place. Demain, nous trouverons des solutions à plus long terme. » Chloé secouait la tête avant même qu'il ait fini. « Je ne peux pas. Je ne peux pas m'imposer à votre famille comme ça. Vous avez déjà fait tant de choses. » « Ce n'est pas une imposition si nous vous le proposons, » dit Nicolas. « Et honnêtement, Chloé, je ne peux pas vous laisser retourner dans le froid. Je suis père. Je comprends ce que signifie être responsable d'un enfant. En ce moment, vous avez besoin d'aide et je peux vous la fournir. S'il vous plaît, laissez-moi faire. Mais vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. » Nicolas la regarda droit dans les yeux. « Vous êtes une mère qui essaie de prendre soin de son bébé dans des circonstances impossibles. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Manon intervint depuis la banquette arrière. « S'il te plaît, viens à la maison avec nous. Tu pourras dormir dans la chambre d'amis. Elle a un lit très moelleux, et il y a une salle de bain juste à côté. Et demain, papa fait de très bonnes crêpes. »
Chloé regarda son bébé, maintenant endormi paisiblement dans les bras de Manon, enveloppé dans l'écharpe rouge qu'une enfant bienveillante lui avait donnée. Elle regarda Nicolas, la sincérité sur son visage, et elle fit un choix. « D'accord, murmura-t-elle. D'accord, juste pour cette nuit. Merci. » Ils se rendirent d'abord à la pharmacie. Nicolas donna sa carte de crédit à Chloé et lui dit de prendre tout ce dont Zoé avait besoin. Chloé protesta, mais Nicolas insista, et finalement elle entra, une liste à la main et les larmes aux yeux. Elle revint avec des sacs remplis de lait infantile, de couches, de vêtements pour bébé, de lingettes, de couvertures et de biberons. « J'ai essayé d'être aussi raisonnable que possible, dit-elle en s'excusant. Chloé, la raison n'a pas d'importance. Prenez ce dont vous avez besoin. Ce dont Zoé a besoin. » Ils s'arrêtèrent ensuite dans un bistrot qui proposait des plats à emporter. Nicolas commanda assez de nourriture pour une armée. Soupe chaude, sandwich, pâtes, salade, tout ce qu'il pouvait imaginer de nourrissant. Pendant qu'ils attendaient la commande, il fit un saut à l'épicerie voisine et revint avec d'autres provisions. Pain, lait, céréales, fruits, barres protéinées. « Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, dit Chloé pour la 10e fois. Je sais. J'en ai envie. » Le trajet jusqu'à la maison de campagne de Nicolas, dans les collines environnantes, dura 30 minutes. Chloé était assise à l'arrière avec Manon, tenant Zoé, et regardait par la fenêtre les hameaux qu'ils traversaient, les masses décorées de lumière et de couronnes, les familles visibles à travers les fenêtres, toute la saison de Noël exposée. « Je n'ai pas fêté Noël depuis 3 ans, dit-elle doucement. Pas depuis mes parents. Pas depuis que tout s'est effondré. Eh bien, annonça Manon, tu peux le fêter avec nous. On a un grand sapin et des biscuits. Papa fait les meilleurs biscuits. » La maison de campagne de Nicolas apparut au bout d'un chemin de terre, une maison à 2 étages avec des volets bleus et un porche en pierre. Des décorations de Noël de bon goût, des guirlandes lumineuses le long du toit. Rien d'ostentatoire, mais confortable. Un foyer. À l'intérieur, une chaleur bienfaisante les enveloppa immédiatement. Nicolas maintenait toujours une température confortable dans la maison, malgré le coup, voulant que Léo et Manon aient toujours chaud. Il en était reconnaissant ce soir-là. « Laissez-moi vous montrer la chambre d'amis, » dit Nicolas en guidant Chloé à l'étage. La chambre était propre et neutre, avec un grand lit, une commode et une salle de bain attenante. Il y a des serviettes propres dans la salle de bain. Faites comme chez vous. Prenez une douche si vous le souhaitez. Il y a un berceau dans le placard, de l'époque où Léo était plus petit. On peut l'installer pour Zoé. Chloé se tenait sur le seuil, tenant son bébé, et les larmes se remirent à couler sur son visage. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment pas. C'est trop. Ce n'est pas trop. C'est juste ce qu'il faut. » Nicolas installa le berceau pendant que Manon aidait Chloé à disposer les nouvelles affaires de bébé sur la commode. Une fois Zoé installée et dormant paisiblement, Nicolas laissa Chloé seule pour qu'elle puisse prendre une douche et se reposer, lui disant de descendre quand elle serait prête à manger. 1 heure plus tard, Chloé apparut dans la cuisine. Elle avait pris une douche, ses cheveux étaient propres et attachés, et elle portait des vêtements propres provenant du sac que Nicolas avait insisté pour acheter. Elle paraissait plus jeune, moins accablée, bien que l'épuisement soit toujours visible dans ses yeux. Nicolas avait réchauffé les plats à emporter et avait tout disposé sur la table de la cuisine. « Asseyez-vous, dit-il simplement. Mangez ce que vous voulez. » Chloé s'assit et commença à manger, lentement au début, comme si elle avait oublié comment faire. Puis la faim prit le dessus, et elle mangea avec l'efficacité désespérée de quelqu'un qui n'avait pas eu de vrai repas depuis trop longtemps. Nicolas et Manon mangèrent avec elle, lui tenant compagnie, et Nicolas vit la couleur revenir progressivement sur le visage de Chloé. Après le dîner, ils s'assirent dans le salon. Léo s'était réveillé et réclamait de l'attention. Nicolas lui donna donc un biberon pendant que Chloé tenait Zoé, qui tétait paisiblement pour la première fois depuis on ne sait combien de temps. « J'ai l'impression de rêver, » dit doucement Chloé. « Que je vais me réveiller sur ce banc et que rien de tout cela ne se sera produit. » « C'est bien réel, » l'assura Nicolas. « Et demain, nous commencerons à travailler sur de vraies solutions. J'ai déjà contacté des gens. Il y a des options que nous pouvons explorer. »« Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Chloé. « Vraiment ? Vous auriez pu passer devant nous dans le parc.
La plupart des gens le font. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Nicolas regarda Manon, qui était assise par terre en train de jouer avec sa maison de poupée. Parce que ma fille vous a vu. Et elle n'a pas vu une personne sans abri, ou un problème, ou quelqu'un dont il faut avoir peur. Elle a vu une mère et un bébé qui avaient besoin d'aide. Parfois, les enfants voient la vérité plus clairement que les adultes. Il fit une pause, puis ajouta, et parce qu'il y a 2 ans, j'ai perdu ma femme. Je sais ce que c'est que d'avoir l'impression que le monde s'est écroulé. Je sais ce que c'est que de ne pas savoir comment on va survivre à la journée suivante, sans parler de l'année qui suit. Des gens m'ont aidé. La famille, les amis, même des inconnus. Ils sont arrivés avec des repas, des propositions de garde d'enfants, et beaucoup de patience. Ils m'ont aidé à survivre. Alors maintenant, j'aide quand je le peux. C'est la seule façon pour que le monde fonctionne. On se rattrape les uns les autres quand on tombe. Chloé hocha la tête, une compréhension silencieuse passant entre eux. Cette nuit-là, Chloé et Zoé dormirent dans la chambre d'amis, au chaud et en sécurité pour la première fois depuis des mois. Nicolas, allongé dans son propre lit, resta longtemps éveillé, pensant à cette journée, à la femme et au bébé qui dormaient maintenant sous son toit, à la compassion immédiate de Manon, au sommeil paisible de Léo. Il se dit qu'un enchaînement de hasards, une réunion interminable, une nourrice malade, l'insistance d'une petite fille avait mené à cet instant. Et il comprit que parfois, il suffisait d'un seul geste, d'un regard qui ne se détourne pas, pour changer le cours d'une vie.